c'est le premier coup d'échec dans ma vie. Il y a trop de possibilités. Qu'est-ce que je... Tu viens vraiment de jouer à H4? C'est quoi H4? C'était la dernière partie d'échecs dans sa vie. Bonjour ma chère jeu d'échecs. Et dans cette vidéo, je vous expliquerai non seulement pourquoi H4 était un mauvais coup pour débuter la partie, mais aussi je vous donnerai un moyen mnémotechnique très très simple qui consiste seulement de 3 lettres pour débuter bien toutes les parties et éviter ainsi une situation de ce sketch que je viens de vous montrer. Donc, ce principe magique qui vous permettra de bien débuter toutes les parties d'échecs s'appelle le CDR. C pour le centre, c'est très simple. D pour le développement des pièces. Et R pour le rock. D'abord, je vais commencer par le centre, parce que c'est un premier. Il y a le petit centre de 4 cases et le grand centre de 12 cases autour. Et ces 16 cases ensemble forment le centre, ou, comme je l'appelle pour les enfants, la montagne. Alors, pourquoi cette analogie un peu bizarre? Parce que depuis le centre, comme depuis la montagne, on peut voir tout autour et contrôler beaucoup de cases. Par exemple, même la dame, la pièce la plus puissante, qui peut aller très très loin, est un peu bloquée par le coin, comme on peut voir un autre, parce que de ce coin, de cette case H1, elle peut contrôler 21 cases, alors que dans le centre, sur la montagne, elle voit tout autour, elle contrôle 27 cases. Mais la dame est relativement peu impactée. Regardez le pauvre cavalier. Du coin, il peut contrôler seulement 2 cases, alors que dans le centre, il peut en contrôler 8, soit 4 fois plus. C'est pour ça qu'on dit que cavalier au bord est un cavalier mort. Prenez donc le centre avec les premiers coups comme E4, qui prend le contrôle des cases D5 et F5, surtout D5, et qui ouvre aussi les chemins pour que vos autres pièces puissent entrer en jeu. Ou par exemple D4, qui fait un peu la chose pareille mais de l'autre côté, et éviter les coups comme H4, qui ne prennent pas le centre et qui ouvrent seulement une pièce, par rapport à par exemple E4, qui en ouvre 3. Et c'est ici, d'ailleurs, qu'on passe un peu au développement, le D dans ce petit CDR, parce que en bougeant les pions, vous ouvrez les cases pour les autres pièces, et comme ça, ils peuvent entrer eux en bataille, pour donner un petit avantage numérique. Donc, logiquement, on les bouge vers le centre parce que, comme on a déjà établi, les pièces dans le centre, surtout ce pauvre cavalier, il contrôle beaucoup plus de cases que sur sa case initiale. Et par exemple ici, on a déjà une très belle opportunité de sortir le fou, qu'il puisse attaquer l'adversaire. En revanche, faut éviter d'enfermer les pièces comme ça. Mettre les pions dans le centre et les avancer pour ouvrir le chemin aux autres pièces, c'est bien, mais il faut éviter de bloquer ses propres pièces en même temps. Donc d'abord, on laisse passer le petit fou. L'adversaire, il peut faire ce qu'il veut. Par exemple, fou C5, il va faire la même chose. Et maintenant, on peut faire ce petit coup d'étroit. Quand le fou est déjà sorti, maintenant, il attaque les pièces d'adversaire. Et donc, il n'est pas bloqué par ses propres pions, qu'on peut voir ici. Et en même temps, après tout ça, cet autre fou pourra également lui sortir. Non, voilà. Le fou bouge pas comme ça, il bouge en diagonale. Et il pourra aussi lui sortir et attaquer l'adversaire. D'ailleurs, c'est pas par hasard que je vous montre que c'est les fous et les cavaliers qui sortent en premier, car c'est ce qu'on appelle les pièces légères. Ils ont plus du bien à sortir. Donc la tour, comme vous voyez bien dans la position initiale, elle peut pas trop sortir. C'est pour ça qu'on la sort pas d'ailleurs. Mais la dame, on pourrait se demander, mais pourquoi on la sort pas en premier? C'est une pièce très très forte. Donc si on la sort en premier, peut-être on pourra attaquer l'adversaire tout de suite. Et là, je vais changer de couleur pour vous montrer comment punir l'adversaire si jamais il sort la dame en premier. Donc, imaginons il commence par le coup très très agressif, dame H5. Il attaque le pion, donc on défend le pion. Ce pion-là est défendu par le roi, pas encore besoin de le défendre. Jusqu'à là,
Et là, l'adversaire, il essaie de vous faire le fameux coup de berger. Il attaque avec le fou et la dame, et si c'était à lui de jouer, il prendrait sur F7, ainsi matant notre roi. Donc la partie serait gagnée pour l'adversaire. Ça peut être une bonne stratégie si votre adversaire vient de débuter sa carrière dans les échecs, mais on va voir que si vous jouez bien, vous pourrez punir l'adversaire très très facilement s'il fait ça. Donc déjà, G6. L'adversaire, il doit reculer. Cavalier F6. Vous avez déjà développé 2 pièces et vous avez ouvert le chemin pour le fou. Donc déjà, vous avez un petit avantage de développement. Vous avez développé 2 pièces, alors que l'adversaire a aussi développé 2 pièces, mais c'était à lui de jouer au début, donc il aurait dû développer une pièce de plus que vous normalement à ce stade-là. Mais si l'adversaire va encore essayer de développer la dame, encore enfreindre les principes de base d'échec, il y a une possibilité qu'il sera puni. Parce que c'est pas comme ça qu'on joue aux échecs. Et avec le petit coup élégant, cavalier D4, vous pourrez gagner du temps. Quand vous attaquez la dame, vu que la dame est plus puissante que le cavalier, l'adversaire ne voudra pas échanger et donc il devra reculer. Et comme ça, vous gagnez du temps pour développer vos propres pièces. Et ici, on peut se dire, mais l'adversaire a attaqué sur F7, mais qu'est-ce que tu dis, Vitaly? On peut pas juste l'attaquer comme ça. On va juste perdre le pion. En fait, c'est ce que s'est dit l'adversaire. Mais au fait, on peut se dire que le roi est en danger. Tout est bien pour les blancs. Mais c'est pas exactement le cas, parce que la dame a fait beaucoup de coups, mais vu qu'il n'y a pas d'autres pièces pour la protéger, elle n'est pas en sécurité. Elle n'a pas de case, et donc elle doit reculer, et c'est là qu'on peut manger le fou tranquillement. Et donc, les noirs ont une pièce de plus, et pour un petit pion, une pièce, ça vaut beaucoup plus qu'un pion. Et finalement, on arrive au troisième et dernier principe pour aujourd'hui. C'est le rock. C'est un coup spécial qui permet de mettre votre roi en sécurité. C'est très très important parce que comme ça, vous pouvez mettre votre roi plus loin de centre. Parce que c'est dans le centre qu'il y a les batailles principaux. Donc les blancs, ils peuvent faire ce qu'on appelle le petit roc. Parce qu'il y a le roi qui bouge de 2 cases et la tour également qui saute au-dessus de lui de 2 cases. Et les noirs qui peuvent faire le grand roc. Parce que vous voyez, il est grand. La distance entre le roi et la tour est un peu plus grande. Mais le roi, il bouge toujours de 2 cases. Faut pas se tromper. Il y a beaucoup de débutants qui mettent le roi ici. Mais non, c'est comme ça. Et voilà, donc les blancs et les noirs ont sécurisé le roi. Et là, je vais vous montrer pourquoi ça peut être important. Donc, imaginons une partie d'échecs comme ça. Elle sera un peu différente de ce qu'on voyait avant. Ici, l'adversaire, il joue la sicilienne. C'est une vertu qui consiste à prendre le centre un peu indirectement, un peu comme ça. Mais tout ça, c'est possible. C'est les grands maîtres, ils jouent comme ça de temps en temps. On développe le fou, on développe le cavalier, on échange les pièces. Et ici, on rock. Alors, on a rencontré toutes les conditions. Pour faire le rock, il faut que le roi et la tour n'ont jamais bougé et qu'il n'y ait pas d'attaque entre ces 2 pièces sur le chemin de roi. Il faut que ces 3 cases ne soient pas attaquées. Et il n'y a pas de pièces entre les deux. Donc, on peut rocker. Mais quel objectif est-ce que ça nous accomplit? Il y en a deux. Déjà, quand le cavalier attaque notre pion, on peut bouger la tour comme ça. Donc, on a en même temps, on a rentré la tour en jeu en faisant ce petit coup. Et en même temps, on a écarté le roi du danger. Parce que comme on va voir, là dans le centre, il y a une vraie bataille qui commence. Par exemple, on peut prendre le pion quelque part. Et le roi, s'il était dans le centre, il aurait facilement pu se retrouver sous échec ou attaqué. Alors que là, il est dans son petit coin, tranquille, protégé par les pions et par le cavalier. La tour, elle fait son travail au centre. Comme ça, on a rajouté encore une pièce dans la bataille pour le centre. Et la partie continue tranquillement avec le roi blanc en sécurité. Et donc, pour finir cette vidéo, on va voir une petite partie dans laquelle Judith Polgar, la meilleure joueuse féminine de tous les temps, ancienne top 10 joueuse en mixte, qui punit absolument Alexei Shirov, l'ancien top 5 joueur, euh,
qui ne respecte pas du tout les principes d'ouverture. Donc Judith Polgar, on voit qu'il prend le centre déjà avec E4 et qui ouvre les cases pour les pièces. Et Girov qui répond G6. Bon, en soi, c'est possible. Il y a les gens qui préfèrent ne pas prendre le centre tout de suite. Et par exemple, quand les blancs le prennent, qui préfèrent l'attaquer tout de suite. Ça, c'est également possible. Après, ils vont attaquer le centre pour quand même lutter pour le centre. C'est très très rare que les forgeurs néglectent le centre complètement. Donc, Judith le prend. Voilà. C'est un peu ce que je vous ai montré. Mais là, Shirov, au lieu de prendre le centre, bah, il bouge juste un peu les pions. Très très passivement. Il ouvre certainement un peu de cases pour ouvrir les pièces, mais on voit que Polgar a déjà beaucoup plus d'espace. Elle contrôle le centre quasiment complètement. Et il va continuer cette attaque. Là, tout à l'heure, j'ai dit que fallait pas sortir la dame très très tôt. Mais ici, on a une raison, parce que l'adversaire n'a pas respecté les règles d'ouverture. Donc, nous, on peut jouer un peu agressivement pour le punir, en attaquant tout de suite le pion. Là, avant, on a vu comment la dame sortait très tôt et elle se faisait attaquer tout de suite. Mais là, il y a personne pour l'attaquer, parce qu'il y a qu'une pièce qui est développée. Et les autres, bah, non, pas du tout. Casse départ. Donc, Shirov qui est obligé de bouger encore un pion, qui développe toujours pas les pièces, qui roque toujours pas, qui peut pas roquer d'ailleurs parce qu'il y a le cavalier entre le roi et la tour, et Polgar qui continue le développement, qui prépare le roc. Et Shirov qui fait encore les coups de pion un peu au hasard. Polgar, ça la dérange pas du tout, elle recule juste. Elle se défend parce que si disons si Polgar fait pas assez attention et fait roc, elle perd une pièce. Ça serait dommage. Donc elle fait juste un peu attention, mais globalement, la position est déjà quasiment gagnante pour les blancs. Parce qu'il a 3 pièces développées plus une dame, contre une pièce développée, et complètement le centre, prêt à roquer. Et on va voir que Polgar va augmenter et augmenter son avantage. Donc, le centre est développé, le roi est dans le centre et il peut pas roquer. Donc on ouvre le centre complètement. Parce que si le centre s'ouvre, le roi blanc sera toujours prêt à roquer et s'évader du danger, alors que le roi noir n'a pas encore cette option, parce que le cavalier lui bloque le chemin. Puis on prend, puis on prend, et ici, cavalier E4. On améliore notre cavalier, on va encore développer le fou. Dame qui bouge, il essaie de développer un peu, mais rien ne va lui sauver. Polgar encore sacrifie un pion pour ouvrir encore le chemin vers le centre. C'est complètement justifié, parce que Shirov a fait n'importe quoi dans l'ouverture, donc Polgar a raison. Elle peut même sacrifier un pion pour l'activité. Échec, à Shirov qui doit se défendre. Polgar qui active encore le cavalier, qui l'améliore, qui l'amène en bataille, et Shirov qui peut pas trop se développer, parce que disons sur le coup, qui paraît logique, cavalier E7, il y aura déjà échec. Fou prend, dame prend. Le cavalier, attention, il peut pas prendre la dame parce qu'il est cloué. La position des noirs est complètement dominée. Au prochain coup, elle fera cavalier E4, cavalier D6. Et c'est ciao. Donc, Shirov qui est déjà quasiment obligé de jouer roi E7 pour l'éviter. Mais Polgar, ça l'arrête pas. Et vu que les noirs sont pas prêts à un jeu si agressif comme ça, parce que toutes leurs pièces sont dans le désordre alors que les pièces de Polgar sont très bien ordonnées, Polgar sacrifie un cavalier. Polgar attaque la dame, parce que là, la dame n'a pas le droit de sortir parce que les pièces noires sont pas encore assez bien développées pour la protéger. Et Polgar, il continue son attaque, qui ramène la dernière pièce dans l'attaque, qui active sa tour, et puis qui met sa tour en D7. C'est un échec. Le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Si jamais il bouge, il y a échec. La tour qui attaque la dame, et Shirov qui prend quand même la dame, mais ça se voit que c'est fini. Et Polgar qui finit en beauté avec le petit coup d'âme D1 qui menace mat. Et le roi noir ne peut pas s'en évader parce qu'il n'a pas roqué et ses pièces ont assez peu d'utilité qui peuvent pas le défendre. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce vidéo vous a plu. Et si c'est bien le cas, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Et surtout, le plus important,
appliquer les principes que vous venez de voir pour progresser aux échecs.